Salut les mecs. Alors aujourd'hui, on va parler d'une trilogie légendaire que, même moi, Yagilet gris de mon état, je ne peux pas détester. Et croyez-moi, j'ai déjà taillé du blockbuster pour beaucoup moins qu'un faux raccord. Et Retour vers le futur, c'est spécial, c'est le saint graal du cinéma pop des années 80, c'est ce film que t'as vu 1000 fois à la télé et que tu reverras encore 1000 fois, avec un sourire idiot aux lèvres dès que t'entends Power of Love. C'est un chef-d'œuvre, signé par Robert Zemeckis, sorti en 85, produit par Steven Spielberg avec Michael J. Fox en ado survolté, Christopher Lloyd en savant fou à mi-chemin entre Einstein et un toaster sous acide, et évidemment, ça tombe sous le sens, une DeLorean transformée en machine à voyager dans le temps. Et donc, 3 films, 85, 89, 90, et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui. Oui, derrière les éclairs, les riffs de guitare et les blagues sur le plutonium, Retour vers le futur, c'est un miracle de narration cousu de fils temporels. C'est une saga qui réussit à être à la fois brillante et totalement incohérente. Et c'est justement ça que j'aime bien. Mais bon, vous me connaissez, et je ne peux pas être gentil bien longtemps, donc forcément dans cette vidéo qui s'annonce être extrêmement longue, je vais démonter cette trilogie, boulon par boulon, gigawatt par gigawatt, pas par haine mais par amour. Un peu comme, lorsque tu plantes un couteau dans un soufflet pour voir s'il est bien cuit. Et je vous le dis, les incohérences, il y en a beaucoup. Des Marty qui se dédoublent comme Naruto, des dogs qui écrivent des lettres à eux-mêmes, des timelines qui se superposent comme des lasagnes quantiques, et les parents McFly qui oublient littéralement la tête de leur propre fils. Écoutez, je pense que vous le voyez au niveau de la barre de la vidéo, ça va être très très long, mais le pire c'est que tout ça marche. Entre les musiques de Alan Silvestri, Lloyd et Fox qui ont une alchimie quasiment inégalée dans l'histoire du cinéma, écoutez, c'est du n'importe quoi, mais c'est le plus beau n'importe quoi du cinéma, et justement aujourd'hui, on va faire ce que personne n'ose, on va remonter le temps, nous aussi. On va compter toutes les incohérences, tous les paradoxes, toutes les erreurs de logique de la trilogie de Zemeckis, et ça va être stylé, les amis. Même moi, je suis content de faire la vidéo, même moi les gris. Alors sans plus attendre, c'est parti. À 88 miles à l'heure même, c'est parti. Bon, on commence tout tranquillement, avec une incohérence qui en réalité n'en est pas. Elle est à moitié expliquée, mais je trouve intéressant quand même d'en parler. Et ce détail, c'est le futur, de 2015, oui. Celui avec les baskets qui se lassent toutes seules, les voitures volantes et les blousons auto-séchants. C'est un peu le rêve des années 80, quoi. C'est le futur selon les gens qui pensaient que les années 2000, ce serait le royaume des fax portables. Donc, comme vous le savez, à la fin du tout premier film Retour vers le futur, Doc déboule devant Jennifer et Marty, les embarque et informe notre ami McFly Jr. que oui, il faut aller dans le futur pour sauver ses enfants. Sauf que, là, il y a un petit souci, c'est que le futur, techniquement, n'existe pas encore. Et là, je parle pas symboliquement parlant, je parle littéralement parlant. Parce que si on suit scrupuleusement les règles du voyage dans le temps installées par la trilogie Retour vers le futur, le temps avance selon une ligne qui change dès qu'on modifie le passé. Ce que je veux dire, c'est que si ce doc-là débarque de 2015, ça veut dire que c'est un doc de 2015 qui a vieilli jusqu'en 2015. Il a pas pris la DeLorean pour sauter jusqu'en 2015, c'est impossible. Il a vécu minimum jusqu'en 2015, si ce n'est pas plus loin en réalité. Donc logiquement, si le doc de 1985 débarque pour emmener Marty en 2015, c'est qu'en fait il ne peut pas exister de 2015 à visiter. C'est comme vouloir faire un aller-retour dans une maison qui n'a pas encore été construite. Et c'est là que, en principe, tu réalises un truc. Ce doc-là vient forcément d'un futur alternatif. Il n'y a pas possibilité que ça se joue autrement. Le mec est revenu depuis un 2015 déjà formé, dans lequel il a vieilli et qu'il a atteint normalement avec des enfants, une Jennifer middle-age et un Biff encore en vie, par miracle judiciaire, on ne sait pas pourquoi en tout cas. Donc ça veut dire que Doc a vécu tranquille 30 ans de plus, qui s'est payé une clinique de rajeunissement, bon ça il l'a dit, et qui revient sauver des ados qui n'existent peut-être même plus dans cette version du temps. Donc le type est littéralement en train de trafiquer des lignes temporelles comme s'il jouait à SimCity. Et encore dans SimCity, quand tu fais une connerie, t'as toujours un bouton pour charger la partie précédente. Sauf que lui non, il fout le bazar le Doc dans 3 générations de McFly, et ensuite il repart en plein jour dans le ciel devant des témoins avec sa voiture volante. Genre le voisin du coin a tout vu, mais bon, tant que c'est Christopher Lloyd, on va dire qu'on laisse passer. Et cerise sur le gâteau, Doc, le mec qui répète qu'il faut jamais connaître son avenir, Marty, voilà, il traverse 3 époques pour changer celui des enfants d'un pote. Hypocrisie niveau olympique, là-dessus je pense qu'on est tous d'accord. On dirait ton oncle qui t'explique que l'argent ne fait pas le bonheur juste avant de grimper dans sa Tesla, et quitte à modifier un truc, autant aller corriger l'accident de la Rolls, non? Parce que techniquement parlant, la réaction en chaîne qui fait que toute la vie de notre ami Marty McFly finit par être détruite, ce qui se répercutera sur la vie de ses enfants, c'est le fameux accident de la Rolls que l'on voit à la fin de Retour vers le futur 3, enfin bon bref, on le voit pas puisque Marty, qui s'est assagi lors de son arc au Far West, décide effectivement donc de ne pas aller faire la course avec Needles, et donc de s'éviter l'accident de la Rolls, et donc forcément d'esquiver la réaction en chaîne de tout ça. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est empêcher Marty de s'éclater la main et de s'éclater la gueule contre la Rolls à la fin du 3. Sauf que non, Doc préfère aller bidouiller la descendance. Il veut sauver les McFly à la racine, sauf qu'à ce rythme-là, il va surtout
ou finir par effacer l'espèce humaine entière, juste pour éviter une gueule de bois familiale. Donc Doc Brown a certainement inventé le voyage dans le temps, mais il a pas inventé le sens des priorités. Et juste pour être certain que tout le monde me suit, bon, je prends un peu de temps pour cette toute première incohérence, mais justement, voilà, il est intéressant de bien poser les bases des règles de Retour vers le futur afin de pouvoir aller plus vite dans les incohérences qui suivront. Parce que, pour ceux qui peut-être comprennent pas pourquoi je considère ce dont je viens de vous parler comme étant une incohérence, rapidement, l'univers de Retour vers le futur fonctionne sur le concept de timeline dynamique, c'est-à-dire que le futur se réécrit dès qu'on modifie le passé, d'accord? C'est pas une ligne fixe, hein, c'est une pâte à modeler temporelle. Et donc quand Marty retourne en 55 et change la vie de ses parents, en rendant George McFly, son père, beaucoup plus affirmé au niveau de sa personnalité, d'accord? Le 85 qu'il retrouve n'est plus le même que celui qu'il a quitté, d'accord? C'est la base de toute la saga, vous l'aurez compris. Donc logiquement, le futur de ce nouveau 1985 n'existe pas encore. Ce n'est qu'une projection potentielle du présent. Et donc le futur 2015 ne peut exister que si le présent 85 a suivi son cours normal jusqu'à cette date, d'accord? Mais là, on a un Doc qui débarque en 85 depuis un futur déjà formé, avec des enfants, donc de Jennifer et Marty, des maisons, un bif survivant, et même une clinique de rajeunissement. Autrement dit, il vient d'un futur qui n'a pas encore été fabriqué selon les règles du film, en fait. Donc c'est un peu compliqué, et logiquement, ce 2015 ne devrait pas pouvoir exister tant que Marty et Jennifer ne l'ont pas vécu. Et pour qu'il y ait des enfants McFly, bah il faut qu'ils aient eu le temps d'être conçus. Or là, on les emmène directement dans leur propre futur sans passer par la case vie entière, en fait. Ça veut dire que de 85 jusqu'à 2015, Jennifer et Marty ne sont pas là, en fait. Donc comment ça se fait que on puisse les retrouver en 2015 tout vieux avec plusieurs enfants? S'ils ne sont pas là, parce que techniquement ils sont pas là, ils sont DeLorean de Doc, enfin vous me comprenez, enfin, je veux dire, écoutez, c'est un peu complexe, mais voilà, si vous avez compris ça, vous comprendrez la suite. Bon, deuxième incohérence, on va s'intéresser à Doc Brown. Enfin, on s'est déjà intéressé à Doc Brown, mais on va continuer à s'intéresser à son cas. Donc, en 55, on a Doc Brown qui vient tout juste d'aider Marty à repartir dans le futur, il a failli se prendre la foudre, d'accord? Il a survécu par miracle, et il se retrouve maintenant avec une lettre écrite par lui-même 30 ans plus tard. Donc ça, c'est au tout début de Retour vers le futur 3, avec, vous savez, la séquence du mec de Western Union qui donne la lettre du Doc du Far West à Marty McFly juste après qu'il ait vu le Doc se prendre la foudre de sa DeLorean, d'accord? Ensuite, Marty court pour retrouver le Doc de 55 pour lui présenter la lettre, d'accord? J'espère que vous me suivez. Et donc, le Doc de 55 retrouve Marty, et se retrouve surtout, encore une fois comme je viens de le dire, avec une lettre écrite par lui-même 30 ans plus tard, lui annonçant qu'il a atterri en 1885, voilà, en mode Red Dead Redemption, à cause d'un orage peut-être un peu trop enthousiaste, d'accord? Donc le Doc de 85 s'est pris un éclair en pleine tronche, il se fait catapulter 100 ans plus tôt, sans prévenir, sans GPS, sans rien du tout, donc c'est un vrai bug spatio-temporel, d'accord? Et ce qui est beau, c'est que depuis 1885, notre ami le Doc écrit à Marty pour lui dire que non, t'inquiète pas, je me sens bien, je suis maréchal Ferrand, voilà, avec Dodge Vanderlinde et John Marston, ne viens pas me chercher, je suis très bien avec les cow-boys, voilà, j'ai des bottes et j'ai un fusil, t'inquiète pas, Amdoula, ça va, quoi. Bon, traduction, ne touche à rien, laisse-moi tranquille. Et qu'est-ce qu'il fait, le Doc de 55 en disant ça? Et surtout qu'il est censé mourir peu de temps après s'être fait tirer dessus par Buford Tannen, le Doc de 55 se met à chouiner, à paniquer, dit « Hey, Marty, il faut qu'on sauve mon futur moi !» Enfin, même s'il dit pas ça comme ça, mais bon, en tout cas, lorsque Marty dit qu'il veut retourner dans le passé pour le sauver, il dit pas non. Et donc, au lieu de respecter la volonté de son autre lui-même, le Doc de 55 décide d'envoyer Marty en 1885, donc un ado de 17 ans, avec une voiture nucléaire dans le Far West, pour sauver un mec qui ne voulait pas être sauvé. Et c'est là qu'on voit toute la contradiction du personnage. Le même Doc qui, 2 films plus tôt, nous faisait la morale sur ne jamais altérer le futur, bah il devient le mec qui maintenant altère tout en mode YOLO temporel. Comme quoi, même les génies ont parfois un sens de la logique digne d'un sèche-cheveux dans une baignoire. Et franchement, il aurait pu choisir la solution la plus simple. Renvoyer Marty directement en 1985 et basta. Le gamin aurait retrouvé sa famille, Doc aurait continué sa vie d'inventeur dans le passé, et personne n'aurait foutu le Bronx dans le continuum espace-temps. Mais non, Doc préfère bricoler un train à vapeur volant. Parce qu'apparemment, rentrer à la maison, c'est trop banal. Mais créer un TGV interdimensionnel avec la technologie du 19e siècle, bah ça, c'est un projet du dimanche. D'ailleurs, parlons-en de cette locomotive volante. Le CAT fabrique une machine capable de voler, voyager dans le temps, transporter femmes, enfants et chiens, tout ça avec des outils de forgeron, des rails et quelques moustaches. Désolé, mais à ce niveau-là, c'est même plus un inventeur, c'est Gandalf avec un diplôme d'ingénieur. La seule explication logique de la toute fin de Retour vers le futur 3 avec la locomotive volante, c'est qu'il aurait réussi à réparer la DeLorean laissée dans la mine et qu'il a passé le reste de sa vie à la cannibaliser pour construire son train du turfu. Mais à part ça, voilà, c'est juste de la magie pure et simple. Et quand il revient à la fin, tout fier avec sa famille et sa machine volante, le mec reste 2 minutes et il se taille. On parle quand même d'un type qui a pas vu quasiment, voilà, son fils spirituel depuis 10 ans, et il se barre direct après un petit cadeau souvenir. Même pas un viens dîner à la maison ou raconte-moi ta vie, non, juste tiens une photo, salut. C'est limite s'il ne met pas un envoyé depuis mon train à vapeur en signature. Enfin bref, écoutez, entre son refus du repos, ses contradictions morales et son manque total
total d'instinct parental envers Marty. Doc Brown, c'est pas un scientifique, c'est un paradoxe sur pattes. Mais bon, on a assez parlé de l'ami Doc Brown, parlons maintenant un peu de Marty. Parce que, voilà, c'est un peu le vrai casse-tête de la trilogie, c'est-à-dire le double Marty, ou plutôt les multiples Marty. À force de remonter dans le temps, le gamin a fini par devenir une collection Panini. Donc petit rappel, dans le premier film, Marty part de 1985, full bazar en 1955, il sauve ses parents et il revient dans son présent, d'accord? Parce que ce présent, ce n'est plus le sien. Ses parents sont devenus riches, George est devenu un auteur à succès, Lorraine, maintenant, n'est plus alcoolique, elle est sobre, Biff, il en est réduit au lavage de bagnole, et Marty a désormais une vie de fils à papa riche, d'accord? C'est cool, effectivement. Sauf que ce Marty-là, celui qu'on retrouve à la fin, ce n'est pas celui qu'on a suivi pendant tout le film. Le nôtre, le Marty original, celui du début, il a grandi avec un père loser et une mère alcoolo. Il a connu la misère, les engueulades et la honte familiale. Sauf que, évidemment, celui qu'il est censé être à la toute fin du premier film, il est censé avoir eu une éducation de gosse de riche. Donc techniquement, ça ne peut pas être le même être humain. On est littéralement face à deux Marty McFly différents, nés au même endroit mais façonnés par deux enfants opposés. Autrement dit, le film se termine avec un remplaçant. Forcément, sinon rien n'a de sens. Et c'est encore plus tordu quand tu te rappelles que ce deuxième Marty, celui de la timeline parfaite, de la timeline où George c'est un Chad, il part lui aussi avec Doc à la fin. Donc à ce moment précis, il existe un Marty pauvre qu'on a suivi depuis le début du film, d'accord? Un Marty riche que l'on voit à la fin du premier film et qui part en 2015, et bientôt un troisième Marty qui va devoir revenir modifier les deux autres timelines, d'accord? Et donc on n'est plus dans Retour vers le futur, on est dans l'attaque des clones, et attention, il y a une scène que peu de gens captent au premier visionnage. Ce qui est marrant, c'est que lorsque Marty revient dans le parking des pins, ou plutôt dans le parking du pain solitaire, à la toute fin du premier Retour vers le futur, il voit son lui du début en train de fuir les Libyens. Sauf que c'est pas lui, ça doit être le deuxième Marty, celui issu de la nouvelle ligne temporelle. Celui qui, lui, va revivre toute l'aventure plus tard, créant un cycle infini de Marty qui se remplacent les uns les autres. Un peu comme si chaque génération de Marty effaçait la précédente sans jamais s'en rendre compte. Et là tu dis, non mais attends, ça veut dire qu'il y a toujours un Marty en trop quelque part? Oui, c'est ça, il y a toujours un Marty fantôme, coincé dans une timeline qui ne peut plus rejoindre. Et le pire, c'est que, il y a un plan furtif dans le parking au début du film, on voit une silhouette à l'arrière. Certains fans pensent que c'est justement le deuxième Marty, celui déjà piégé dans le cycle. Et quand tu compares les lettres que Doc reçoit, celles laissées à différentes époques, tu te rends compte en fait que les écritures changent légèrement, ce qui renforce la théorie que ce n'est pas le même Marty qui écrit à chaque fois. Bref, à ce stade, la saga ressemble moins à une aventure familiale qu'à un labyrinthe d'auto-reproduction temporelle. À force de se sauver lui-même, Marty a créé toute une lignée de Marty qui se superpose, se remplace et se marche sur les Nike. Et encore, heureusement que le film s'arrête là, parce que sinon on aurait fini avec un Marty du futur qui revient engueuler son Marty du passé parce qu'il a ruiné la timeline de son Marty alternatif. Ce serait une espèce de sitcom temporel, voilà, ce serait plus le Doc et Marty, ce serait Rick et Morty, en fait, carrément. Bon, mettons de côté Marty et mettons de côté le Doc pour, s'intéresser à Biff Tannen, le bully le plus sympathique, je crois, de l'histoire du cinéma. Et là, on entre un peu dans le ventre mou du continuum espace-temps, c'est-à-dire l'Almanach des sports, ok? C'est le bouquin un peu magique, même s'il est pas magique, mais enfin, vous m'avez compris, quoi. Si vous êtes un parieur, clairement, ce bouquin est magique, hein. Et donc, cet Almanach a transformé un imbécile, c'est-à-dire Biff Tannen, en milliardaire, et le futur en cauchemar pour tous les casinos. Donc, petit résumé tordu, en 2015, le vieux Biff, au début de Retour vers le futur 2, vole la DeLorean. Il va en 1955, il file l'Almanach des sports au jeune Biff et revient tranquille dans le futur. Sauf que là, petit problème, le futur ne devrait plus être le même. Normalement, à l'instant où il file le bouquin à sa version beaucoup plus jeune en 55, il est censé créer une nouvelle ligne temporelle, une version pourrie de 1985. Donc, quand il revient en 2015, il devrait pas retomber dans le futur propre, mais dans une réalité parallèle où tout est déjà parti en vrille. Mais non, le vieux Biff rentre peinard au même endroit, à la même seconde, et genre, y a rien qu'à bouger. Apparemment, les règles du temps ont décidé de prendre leur RTT ce jour-là. Après, Doc explique ça un peu, en mode non mais t'inquiète Marty, le futur va mettre un peu de temps à se reconfigurer. Non mais là, c'est juste un peu ridicule. C'est comme si l'univers avait besoin d'un petit temps de chargement façon Windows 95. Et le plus fort, c'est que quelques minutes plus tard, Biff disparaît, et paf, plus rien. Comme un bug dans un jeu vidéo mal scripté. Et Bob Gale, le scénariste, a expliqué que Biff avait sûrement été tué par Lorraine dans les années 90. Alors ok, pourquoi pas, mais du coup, comment il a pu ramener un Almanach de 2015 dans cette timeline? Il est mort avant. Je veux dire, la saga devient littéralement une autopsie temporelle. Et puis, il faut parler de son sens moral au Biff. Le gars triche à chaque époque, vole, agresse, menace, et personne l'arrête jamais. C'est à croire que la police d'Hill Valley bosse à mi-temps entre deux barbecues. Le type raquette George en plein centre-ville, essaie de tuer Marty avec sa voiture, et finit même par tenter de V Lorraine dans sa voiture durant le bal du lycée à la fin du 1, et il n'y a pas de conséquences à tout ça. Le mec finit juste, à astiquer des bagnoles 30 ans plus tard, pour le mec dont il a essayé d'ailleurs de V l'épouse. C'est un peu compliqué. Mais le meilleur reste à venir, parce que même après avoir foutu le feu au continuum espace-temps, le vieux Biff finit toujours au même endroit, au même moment que Marty et Doc
Doc. Tu peux changer toute l'histoire du monde, ce mec trouvera toujours quand même le moyen d'être dans le plan. Comme un pigeon dans une vidéo touristique. Doc essaie effectivement de justifier. Ouais bon, c'est un peu la justification la plus acrobatique de toute la trilogie. En gros, le Doc dit que s'ils réussissent leur mission, la réalité sera immédiatement remplacée par la bonne. C'est sympathique. Donc le mec vient littéralement d'inventer le CTRL-Z temporel. Et en plus c'est une phrase qui veut rien dire, mais qu'il prononce avec la conviction d'un prof de physique devant une classe de CM2, donc forcément faut le prendre au sérieux. Mais le pire c'est qu'en y réfléchissant bien, en fait Doc est le responsable principal du désastre. C'est lui qui a eu l'idée de jeter l'almanach à la poubelle sous le nez de Biff. Et c'est encore lui qui a pas pensé à fermer la DeLorean à clé. En vrai, toute la timeline du Biff milliardaire, c'est pas la faute du méchant, hein. C'est une erreur de stationnement de Doc. Bon, cinquième incohérence, et on va certainement parler de l'un de mes moments préférés de la trilogie. Parce que oui, je peux tout accepter dans Retour vers le futur, hein, les voyages temporels foireux, les voitures volantes, les baskets auto-lassantes, même un ado qui devient le meilleur pote d'un savant fou de 60 piges, je peux l'accepter. Mais ce qui dépasse mon entendement, c'est que personne jamais ne semble s'être demandé ce qui s'est passé sur ce foutu parking des Deux Pins. Bon, on replace la scène, hein, ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Donc c'est la nuit, 1h15 du matin, Doc et Marty testent pour la première fois la DeLorean, ok? Tout est calme, tout est parfait, jusqu'à ce qu'un van rempli de Libyens armés jusqu'aux dents débarque avec un lance-roquette et des fusils d'assaut, comme si on venait de zapper sur CNews. Il crible Doc de balles, Marty panique, fonce dans la voiture et là boum, 88 miles à l'heure, flash lumineux et Marty disparaît dans une explosion d'énergie nucléaire, la direction 1955, d'accord? Le problème c'est que tout ça, personne ne le remarque. Y a aucune sirène, aucune enquête, rien du tout. On parle quand même d'un attentat à l'arme lourde dans un parking de supermarché avec une disparition totale de véhicules dans une gerbe de lumière visible à des kilomètres. Je veux dire, dans n'importe quelle autre ville, t'as le SWAT, la CIA et Spielberg lui-même sur place en 10 minutes. Mais à Hill Valley, y a rien du tout. Bon, bien sûr, vous allez me dire, non mais Marty a changé la timeline, donc Doc n'est plus mort, pourquoi il y aurait besoin de flics? Et oui, certes, mais même dans la seconde timeline, il y a quand même une fusillade. Ok, Doc a un gilet pare-balles, mais les Libyens sont quand même là et ils tirent, quoi. Sauf que cette fois, bon, Doc survit, mais les coups de feu, les explosions et la camionnette terroriste en fuite, bah oui, mais ils sont encore là et pourtant il y a rien. Pas de police, pas de badaud, même pas un vieux du quartier qui dit tiens, j'ai entendu un truc bizarre. Non, non, et en plus même, sérieusement, Doc, c'est pas n'importe qui, c'est un savant fou connu pour avoir fait sauter sa baraque dans les années 60, qui vit seul avec un chien nommé Einstein et qui trafique du plutonium dans un parking de supermarché. À se demander pourquoi le FBI ne le surveille pas. Le gars se fait tirer dessus par des terroristes, il ressuscite d'une timeline à l'autre, puis repart en voiture volante sous les yeux de son voisinage. Et tout le monde s'en fout. C'est quand même un truc de ouf. Hill Valley, c'est pas une ville, c'est une bulle sociale où personne calcule rien. Il y a une voiture qui s'évapore dans un éclair de foudre. Non, non, t'inquiète, c'est un orage. Laisse tomber, ferme les yeux. Il hurle 1,21 gigawatts à 2h du matin. Non, non, t'inquiète, on n'appelle pas les flics pour tapage nocturne. C'est le Doc, on le laisse faire. Vraiment, c'est quand même un truc de ouf. Enfin voilà, écoutez, je trouve ça marrant. C'est pas très grave, mais je trouve ça quand même intéressant. Une incohérence qui est beaucoup plus grave, et là, attention, incohérence numéro 6, c'est les photos qui disparaissent, et tout particulièrement la fameuse photo de famille du premier volet, qui est donc le symbole suprême du paradoxe temporel, et accessoirement, le Polaroid le plus magique de l'histoire du cinéma. Donc rappel des faits, hein. Marty a sur lui une photo de ses frères et de ses sœurs, et plus il fout la merde dans le passé, et plus ses proches disparaissent progressivement de l'image, d'accord? Alors déjà, première incohérence monumentale, pourquoi la photo change-t-elle? Je veux dire, si les gamins n'existent plus dans le futur, alors pourquoi avoir pris une photo de rien? Je veux dire, en principe, s'il n'y a pas d'enfant, ben personne n'a de raison de prendre la photo. Donc le cliché, logiquement, ne devrait même pas exister, hein, voilà. Sans même parler de est-ce qu'il y a des enfants ou pas dans la photo. Enfin, je veux dire, c'est pas compliqué. S'il n'y a pas de famille, bah ça veut dire qu'il n'y a pas de séance photo. Et s'il n'y a pas de séance photo, c'est qu'il n'y a pas de photo. S'il n'y a pas de photo, il n'y a pas de photo à altérer. Mais dans l'univers de Retour vers le futur, bah écoutez, le papier photo, lui, bah il voyage dans le temps avec Marty. Et c'est même pas tout. Les gens disparaissent petit à petit, comme si l'univers prenait le temps de les effacer à la gomme. Alors que techniquement, à l'instant où Marty empêche la rencontre de ses parents, bah normalement c'est fini, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de Marty, et c'est bon, fin du film générique, on passe à la suite. Mais non, on nous invente un genre de compte à rebours cosmique où la réalité se met en file d'attente pour disparaître poliment. C'est comme si l'univers avait dit à Marty McFly, écoute, je vais pas t'effacer tout de suite, hein, je suis bien élevé, je suis pas un sauvage, je te laisse à peu près quelques jours pour faire ton solo de guitare et ton bisou à maman. Et parlons justement d'ailleurs du bisou à maman, parce que là aussi, il y a un truc malsain que personne ne veut admettre, il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark. Marty passe la moitié du film à séduire sa propre mère pour la pousser dans les bras de son père, c'est littéralement d'ailleurs une opération de drague incestueuse supervisée par Doc Brown, et le pire c'est que ça marche, le plan réussit, les McFly se marient, la réalité se stabilise et la photo revient à la normale. Mais ça veut dire que à chaque fois que Marty regarde sa photo de famille, il sait que la survie de ses visages, voilà, dépend d'un bisou freudien dans une voiture un peu glauque. Il y a de quoi bloquer à vie, hein, sur le concept de repas de Noël. Et ce système de photo magique, encore une fois, il revient encore après, dans les suites. Mais là, c'est l'anarchie. Dans le 1, les gens disparaissent progressivement. Dans le 2, c'est instantané. Et dans le 3, écoutez, on n'en parle même plus, avec la photo de l'horloge et de Doc et de Marty, de la tombe de Marty. Écoutez, selon s'il se fait buter par Buford Tannen ou pas. Je veux dire, à croire que le
continuum espace-temps, voilà, il s'est dit que, écoutez, voilà, je pose mes RTT, il y a trop de boulot, ces histoires de Polaroid, c'est bon, on arrête les frais, quoi. Et si on veut pousser la logique encore plus loin, le plus aberrant, c'est que Marty, lui, il disparaît jamais, même quand ses parents ne se sont pas encore rencontrés. C'est-à-dire que le mec reste là, tranquille, à jouer du rock'n'roll en mode Chuck Berry, pendant que sa propre existence se fait effacer en différé. En mode, non, j'ai plus de frères, plus de sœurs, c'est mon tour, mais vas-y, t'inquiète pas, Johnny Bigoud, je vais me la donner, quoi. Et les Polaroids dans Retour vers le futur, c'est un peu l'exemple parfait de la logique magique de ces films. Il y a un objet du futur, modifié par le passé, mais qui reste présent dans le présent d'un futur alternatif. On dirait un problème de maths inventé par un prof bourré. Et moi, très personnellement, je vous le dis comme je le pense, j'aurais aimé avoir une scène ou une séquence dans le labo de Doc après tout ça, avec des Polaroids absolument partout, avec des têtes qui apparaissent, disparaissent, reviennent, changent de coupe. Vous savez, en mode Photoshop temporel édition 1955, quoi. Franchement, ça m'aurait fait rigoler. Et en parlant de paradoxe, justement, parlons-en. Parce que je vous le dis, accrochez-vous à votre convecteur temporel, parce que techniquement, tout l'univers de Retour vers le futur aurait dû partir en poussière dès le premier film. Pas à la fin du 3e film. Non. Dès la première minute où Einstein, le chien, voyage dans le temps. Souvenez-vous, au début du premier film, Doc balance le clébard dans la DeLorean, sur le parking des Deux Pins. D'accord? Donc, il l'envoie une minute dans le futur via sa caisse, et zou. Donc, Einstein disparaît dans une gerbe de lumière, puis réapparaît 60 secondes plus tard, peinard, la langue dehors, d'accord? Et donc là, Doc, il est content, il dit « Oh, regarde, il a voyagé dans le temps !» Oui, mais pendant 7 minutes, Einstein n'existe plus sur la ligne temporelle, d'accord? Donc, il est désintégré techniquement. Et donc, quand il revient, il sort d'un espace-temps qui n'a aucune raison d'exister. Autrement dit, le film commence déjà sur une violation totale des lois de l'univers. Et après ça, Doc aura le culot de dire, et plus d'une fois, que attention, si on fait ça, si on rate le calcul, on pourrait provoquer un paradoxe et détruire l'univers, et nanani nanana. Non mais attends, excuse-moi, Christopher. Excuse-moi du peu. À ce stade, t'as déjà déclenché au moins 4 Big Bang et 2 bugs de la matrice. Parce que le nombre de conneries temporelles que ce connard a provoqué, je vous assure que si on commence à compter, on s'arrête pas, en tout cas pas avant après-demain. Je veux dire, bon, déjà, il y a Marty qui empêche la rencontre de ses parents, on a le bif du futur qui modifie 1955 avec l'almanach, Doc qui est censé être interné en 83 dans une réalité qui n'existe plus, Marty qui repart dans un futur qui n'existe pas encore, et Doc qui revient du Far West avec un train volant alors que la DeLorean a été détruite. Je veux dire, excuse-moi mon petit Doc, mais le tissu spatio-temporel, là, je te le dis, il s'est plié sur lui-même encore plus qu'une crêpe mal retournée. Mais non, il tient, tout tient, voilà. Écoutez, le continuum espace-temps a la solidité d'un trampoline. Et Doc, en plus de tout ça, il te sort d'un ton dramatique, non attention, un paradoxe, ça pourrait détruire l'univers, ou au minimum notre galaxie, voilà. Lors d'une scène assez marrante au début de Retour vers le futur 2. Oui mais bon, c'est un peu ridicule. Vu le nombre de paradoxes que vous avez empilés, toi et ton pote complètement con, voilà, c'est plus un univers là que vous avez, c'est un chantier de trous noirs. Mais bon, l'univers continue, peinard, comme si de rien n'était. Et même quand Doc et Marty croisent leur double, qui se parlent et qui se sauvent la vie mutuellement, il y a zéro conséquence. Alors que selon la logique du film, il suffirait d'une étincelle pour tout faire imploser. En vrai, Retour vers le futur fonctionne sur une seule règle implicite. Le paradoxe n'existe pas tant que c'est drôle. Voilà, tout simplement. Tant que la scène marche, tant que le spectateur rigole ou pleure, c'est bon, la physique se tait. Et pourtant, il y a toujours Doc, voilà, au détour d'une séquence pour nous dire que non, faut pas faire ça, nous serons en plein paradoxe. Non mais Doc, excuse-moi, mais t'es déjà dans un paradoxe depuis 85, depuis le premier voyage temporel d'Einstein, depuis le premier éclair, depuis la première fois que t'as branché ta voiture sur une horloge publique, t'es dans un paradoxe temporel. Donc lâche l'affaire, frérot, lâche l'affaire. Et ça s'arrête même pas là, attention, 8ème incohérence, je vous le dis, le 12 novembre 55, c'est une date à noter, parce qu'il s'est passé un véritable carambolage temporel, parce que je vous le dis, la date est mythique et gravée dans la légende du cinéma, parce que c'est le jour où 4 DeLorean se sont retrouvés garés au même moment, dans la même ville. Oh ouais, 4 DeLorean. Vous avez bien entendu. Pas 2, pas 3. 4 foutues machines à voyager dans le temps qui se croisent dans un périmètre de 3 km sans que personne ne crame rien. C'est pas Retour vers le futur, c'est un meeting clandestin de voitures dimensionnelles. Parce qu'on va faire le décompte, et je vous dis, ça va piquer. Bon, déjà, il y a la première DeLorean, celle du Marty original. Le modèle de base, celui de 85, qui vient tout juste de se planter en 55 parce qu'il fuyait, voilà, des Libyens peut-être un peu trop nerveux. C'est la DeLorean de l'innocence. La pionnière, la DeLorean toute sympathique, toute mignonne, toute mimi, toute kawaiinée. Elle se prend la foudre sur l'horloge et rentre pépère dans le futur, d'accord? Première DeLorean. Ensuite, la seconde DeLorean, celle du bif de 2015, ok? Le vieux bif grincheux qui pique la bagnole de Doc et Marty pendant que eux-mêmes se baladent dans le futur de 2015. Donc ce vieux bif file en douce en 55, refile l'almanach à son double jeune de 55, et il revient tranquillement
en 2015, comme si de rien n'était, pour crever effectivement et laisser le sac en plastique argenté de l'Almanach plus une partie de sa canne dans la DeLorean. Et c'est un peu l'équivalent temporel de je jette un mégot sur un baril d'essence et je rentre dîner avant que grand-mère ne me casse sa canne sur la tête. Donc ça, c'était la deuxième DeLorean. Mais attention, on est loin d'avoir terminé, parce qu'il y a la troisième DeLorean, celle de Doc et Marty du deuxième film. Donc eux, ils reviennent à ce même 12 novembre pour réparer les dégâts de Biff Tannen et récupérer l'Almanach. Donc à ce moment précis, t'as 2 Marty dans Hill Valley, 2 Doc, un Biff et un univers qui serre les fesses. Et enfin, pour finir, la quatrième DeLorean, planquée dans la mine depuis un siècle. Celle que Doc, de 1885, voilà, le pote de Dutch Van der Linde, a cachée avant de crever en se disant que le Doc de 55 la trouverait. Donc techniquement, au même instant, t'as une DeLorean dans le sol, une dans le ciel, une sur la route et une dans les mains d'un papy criminel. Donc là, voilà, on est au-delà de la saga temporelle, on est dans de l'embouteillage quantique. Et maintenant, la question qui tue, comment aucune d'entre elles ne s'est croisée? Tu veux dire qu'en une seule journée, on a 4 bagnoles identiques avec un réacteur nucléaire à l'arrière qui arrivent à circuler dans la même petite ville sans que personne ne se dise qu'il y a peut-être un peu trop de voitures en inox qui circulent. Je veux dire, sérieusement, à ce stade, Hill Valley est soit aveugle, soit victime d'un brouillard narratif permanent. Et puis, en vrai, je veux dire, on parle de continuum espace-temps et de paradoxe temporel. Je veux dire, il y a quand même 4 DeLorean qui coexistent dans le même espace-temps. Ça devrait faire imploser la trame temporelle, excusez-moi. C'est comme si tu copiais-collais un fichier sur lui-même 4 fois d'affilée et que ton ordinateur disait non mais y a pas de souci, j'ai la RAM pour ça quoi. Écoutez, voilà, le 12 novembre 55, c'est un peu le Woodstock du voyage temporel, franchement, c'est du n'importe quoi. Et tu entendrais presque les couinements métalliques des flux capacitifs en train de se dire non mais les mecs, on se pousse un peu, il y a plus de place dans la timeline. Bon, maintenant on revient au premier Retour vers le futur, avec une belle incohérence, elle est très simple. Comment George et Lorraine ne peuvent-ils pas reconnaître leur propre fils? Parce qu'on parle quand même d'un couple qui, en 55, a littéralement été réuni grâce à un type tombé du ciel, un certain Calvin Klein ou Pierre Cardin en version française, voilà, pour la touche haute couture. Donc le mec a sauvé George d'une raclée, il a séduit Lorraine à moitié, il a joué Johnny B. Good avant Chuck Berry, et il a déclenché le premier vrai baiser du couple, d'accord? Donc ce Calvin Klein, ce Pierre Cardin, c'est un peu l'homme sans qui le mariage de McFly, leur maison et même leurs 3 gosses n'existeraient pas, d'accord? Et tout ça, bizarrement, ils l'ont oublié. 20 ans plus tard, ils ont un fils qui ressemble trait pour trait à ce Calvin Klein, il parle comme lui, il a la même tête, il a la même voix, il a le même prénom, et il n'y a pas une seconde où ils se disent tiens, c'est fou, il ressemble au gars chelou du bal de promo qui m'a peloté dans la voiture. Mais non, y a rien. Même pas, tu me rappelles quelqu'un fiston. Il y a effectivement quelques regards un peu bizarres de George McFly à la toute fin du premier volet, mais est-ce que ça veut dire que George McFly a compris que son fils est allé dans le passé ou je sais pas quoi? Franchement, rien n'est moins sûr et rien n'est officiel. Je veux dire, si t'as un minimum de mémoire visuelle, tu te rappelles quand même du mec qui t'a sauvé la vie et qui t'a fait découvrir le rock'n'roll en 55. Surtout si tu l'as fantasmé au point de vouloir l'embrasser. Mais non, Lorraine regarde son fils de 17 ans, la copie conforme du gars dont elle était amoureuse, et elle trouve ça normal. Donc soit elle a la mémoire d'un poisson rouge, soit elle a décidé inconsciemment de ne pas creuser. Et franchement, vu le contexte, on la comprend. Bon, allez, 10e incohérence, et là, bon, on va aller un peu mollo, parce que tout à l'heure, effectivement, on y allait fort en parlant des 4 DeLorean en même temps. Là, maintenant, on va baisser un peu les chiffres, quand même, je suis un type poli. 4 d'un coup, c'est trop. On va descendre à 2, d'accord? Parce que oui, en 1885, il y a 2 DeLorean, et là, c'est une pépite, parce que, comme je l'ai dit, en 85, pendant que Doc joue au cowboy et que Marty s'improvise en cascadeur ferroviaire, il y a pas une, mais 2 DeLorean qui traînent dans la pampa. Et oui, 2 voitures venues du futur, garées à quelques kilomètres l'une de l'autre, en plein 19e siècle. Donc à ce stade, le Far West d'Hill Valley, voilà, c'est plus un parking temporel qu'autre chose. Donc on résume, on a la première DeLorean, celle que Doc conduisait lorsqu'il s'est pris la foudre à la fin du 2e volet, d'accord? Elle s'écrase en 1885, elle est endommagée, et il la planque soigneusement dans une mine, pour que le Doc puisse la retrouver 70 ans plus tard, d'accord? Et ensuite, il y a la 2e DeLorean, justement, celle que Marty utilise pour venir le chercher. Donc en 85, il y a 2 voitures identiques, construites à la même époque, à quelques kilomètres d'écart. Donc c'est un vrai doublon temporel avec effet miroir. Et c'est là que mon cerveau commence à griller, parce que pendant tout le film, Marty et Doc galèrent à faire rouler leur DeLorean jusqu'à 88 miles à l'heure, donc évidemment l'essence est en panne sèche et l'électricité y a pas d'accès. Résultat, ils finissent par catapulter la voiture, entre guillemets pousser la voiture sur les rails avec une locomotive derrière, et donc ils doivent la propulser à la vapeur avec la locomotive derrière, d'accord? Mais pourquoi ne pas tout simplement utiliser l'autre DeLorean, celle cachée dans la mine? Alors oui, elle est endommagée, mais elle a un moteur, un réacteur et des pièces. Quelques pièces de la première DeLorean, quelques autres pièces de la seconde DeLorean, et hop, t'as ton aller simple pour 1985. Il y a moyen quand même de faire un truc intéressant, t'as 2 voitures, tu peux quand même faire un petit truc. Mais non, Doc refuse d'y toucher, prétextant le grand tabou du paradoxe, voilà. Ça veut rien dire. D'autant qu'à ce stade, le gars a déjà violé presque toutes les règles temporelles existantes. Il s'est rencontré lui-même, il s'est sauvé de sa propre mort, il est tombé amoureux d'une institutrice
qui n'aurait jamais dû exister, mais non, voilà, toucher à une bagnole dans une grotte, ça c'est sacré. Doc Brown, le mec capable de fusionner l'espace et le temps, flippe de changer une bougie d'allumage. Non mais c'est ridicule. Après, techniquement, vous pourrez me dire que si j'utilise la voiture cachée, alors cette voiture n'existera plus en 55 pour permettre à Marty de revenir la chercher. Donc en gros, s'ils l'utilisent, ils empêchent le film d'exister. C'est littéralement le serpent temporel qui se mord la DeLorean. Mais bon, en même temps, on parle d'un univers où il y avait 4 DeLorean coexistant le même jour sans que rien n'explose. Alors oui, une de plus ou une de moins, franchement, on n'est plus à ça près, ils auraient dû faire ça. Et justement, continuons avec donc le troisième film, avec la 11e incohérence, donc le problème de l'essence. Parce que en 85, tout le choix cornélien de Doc et Marty repose là-dessus. Donc la DeLorean ne peut plus rouler à 88 miles à l'heure, parce que s'il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de retour vers le futur. Et Doc, l'homme capable de transformer un réacteur nucléaire en grippin portatif, nous regarde d'un air dramatique et nous dit que non mais sans essence, Marty, on est coincé. Sauf que c'est complexe. On parle d'un mec qui est capable de fabriquer une machine à voyager dans le temps, d'accord? Une locomotive volante, et même une machine à glaçons. Donc en 1885, rappelons-le, voilà, une époque où l'eau courante c'était déjà un luxe. Mais il est incapable de synthétiser un peu d'essence. Je veux dire, Doc Brown, c'est littéralement le type qui maîtrise la conversion d'énergie spatio-temporelle, mais qui ne sait pas distiller un baril. Et pourtant, le kérosène existe déjà à l'époque. Il y a des raffineries rudimentaires, du pétrole en Pennsylvanie, des lampes à huile, donc techniquement, il pourrait récupérer les sous-produits du raffinage et bricoler de quoi faire tourner un moteur. Mais non, le mec choisit de convertir une locomotive à vapeur pour propulser la DeLorean, quoi. Il fabrique un attelage à 1,1 gigawatts, mais pas une goutte de carburant. C'est comme si Elon Musk inventait une fusée vers Mars, mais qu'il oubliait comment faire le plein. Et le pire, c'est que le Doc a déjà la formule. Il sait exactement ce qui alimente la voiture, d'accord? Il a vécu à une époque où l'essence se vend partout. Et donc, s'il le voulait, il pourrait devenir le Rockefeller du Far West. Mais non, monsieur préfère creuser des trous, jouer les cow-boys et pleurer parce qu'il s'est fait plaquer par Clara. Bon, incohérence suivante, et on reste toujours avec le Doc de 1885, parce que ce mec-là me fout le seum, et clairement, là on va parler de surchauffe neuronale. Le Doc devrait savoir qu'il va mourir, en principe, parce que au moment où Marty et le Doc de 55 découvrent la tombe du Doc de 1885, tout est écrit noir sur pierre, d'accord? Donc on a Emmett Brown, abattu dans le dos par Buford Tannen, 7 septembre 1885, d'accord? Et là, logiquement, pouf, le Doc de 1885, quelque part dans le passé, devrait apprendre tout ça, parce que c'est lui-même, non, dans le même continuum espace-temps. Donc si son double apprend sa mort future, alors l'info se répercute immédiatement dans sa mémoire. C'est-à-dire c'est exactement ce qui se passe dans le premier Retour vers le futur, puisque à la fin du premier volet, lorsque le Doc se fait tirer dessus par les Libyens, bah il porte un gilet pare-balles, parce que son lui du passé de 55 a appris via le Marty du futur qu'il allait se faire tirer dessus 30 ans plus tard. Enfin, vous m'avez compris. Mais le souci, c'est que le Doc de 1885 continue de gambader tranquille, sans aucune idée qu'un certain Buford Tannen s'apprête à lui coller une balle de Derringer pour 80$. Et il découvre même son propre nom sur la tombe avec les yeux écarquillés. Genre, oh mon dieu, je suis mort. Bah oui, Doc. Et apparemment, t'étais le dernier à le savoir. Et c'est pas fini. Quand Marty lui montre le journal où apparaît le nom de Clara, sa future amoureuse, sa future femme, Doc n'a jamais entendu parler d'elle. C'est un peu complexe parce que, encore une fois, il est censé avoir déjà vécu toute cette partie de l'histoire, c'est-à-dire en 55, dans sa propre timeline. Et donc, ça n'a aucun sens. Parce qu'en théorie, au moment où son double de 1955 apprend qu'il va crever et que sur la tombe qui lui annonce donc sa mort future dans le passé, il y a écrit, voilà, le Doc sera pleuré par sa bien-aimée Clara, Beloved Clara, ou je sais pas quoi, bref, peu importe, vous m'avez compris. Donc à partir de là, le Doc de 1885 n'a pas connu Clara certes, mais il devrait déjà savoir tout ça, donc sa mort, son meurtrier, et qu'à un moment donné, en 1885, il devrait rencontrer Clara. Même s'il ne l'a jamais encore vue jusque-là, bon ben, il est censé savoir qu'il y aura une Clara dans son futur, normalement. Et donc logiquement, il aurait pu juste payer Buford ses 80 balles, éviter le drame, et partir en lune de miel sans souci. Mais non, faut croire que la mémoire intertemporelle, c'est en option, hein, sur le modèle Doc 1885. Et quand on y pense, tout le troisième film repose sur cette déconnexion. Et c'est un peu comme si l'univers disait, non, on va pas synchroniser les Docs, sinon il y aurait plus de films. Bon, incohérence suivante, et on reste toujours dans Retour vers le futur 3 parce que ce film est une véritable mine à incohérence, un truc de fou. Et on va revenir sur l'histoire de l'essence, d'accord? Parce que franchement, là, j'ai revu Retour vers le futur 3 il y a pas longtemps. En fait, je l'ai revu ce matin, au moment où j'enregistre cette vidéo, pour être tout à fait honnête avec vous. Bah, je me suis rendu compte d'un autre truc assez simple. En fait, Doc aurait pu régler tout le film avec un post-scriptum. Juste un PS, c'est tout. Parce que, comme vous le savez, je le répète à chaque fois, mais c'est vrai que c'est une vidéo un peu complexe, hein. Il y a beaucoup d'informations qui s'entrecroisent. Donc, après s'être retrouvé coincé en 1885 avec les cow-boys et tout ça, Doc laisse une lettre à Marty,
via Western Union à ouvrir en 55, d'accord? Une lettre d'une page, écrite à la main, avec son écriture de savant fou et son ton dramatique, c'est-à-dire ne viens pas me chercher, tout va bien, je suis heureux ici, ne modifie rien, blablabla, ok? Mais le gars sait que la DeLorean est endommagée, que le réacteur est foutu, et que sans essence, la voiture ne redémarrera jamais. Donc à quel moment il ne dit pas, écoute, si jamais tu changes d'avis et que tu vas à l'encontre de ce que je te demande et que bon bah tu reviens quand même dans le passé, ramène quand même un bidon d'essence et 2-3 pièces de rechange, on sait jamais dans la foulée. Juste une phrase, hein. 10 secondes d'écriture et pouf, y a plus de film. Marty arrive, fait le plein, tout le monde repart en 1985, générique, merci, au revoir. Mais non, Doc préfère écrire une lettre larmoyante, 2-3 pages, où il explique à quel point il est heureux dans le Far West et qu'il faut surtout pas venir le sauver. Ce qui, dans la logique du scénario, revient à dire, ne fais rien qui pourrait arranger la situation, ce serait trop pratique. Et en plus, il y a un précédent, les amis, parce que Marty, dans le premier film, écrit exactement le même genre de lettre pour prévenir Doc de ne pas se faire descendre par les Libyens. Et ça marche parfaitement, puisque Doc survit, puisqu'il décide de porter un gilet pare-balles. Et tout le monde est content. Donc pourquoi ce génie du temps n'a pas pensé à employer la même méthode? Encore une fois, là c'est même plus un paradoxe, c'est de la paresse narrative. Et soyons honnêtes, Doc a eu 70 ans pour planifier le coup. Le mec aurait pu laisser des dizaines de messages cachés dans des banques, des journaux, des livres, des pierres tombales, voire sur des bouteilles de whisky. Mais non, il laisse une lettre minimaliste. C'est pas un scientifique, c'est un mec qui fait des énigmes dans Pyramide. Et dans le même délire, parlons un peu d'un personnage dont on n'a pas encore parlé, Jennifer, hein, donc la copine et future femme de Marty, qui est aussi utile au scénario qu'un chargeur sans prise. Et justement dans le deuxième film, elle se retrouve face à son double du futur, la Jennifer du futur, et elle réagit comme si elle venait de croiser un fantôme. Oh mon dieu, c'est moi, je suis vieille, ok, bon. Mais attendez 2 secondes, donc l'ancienne Jennifer, celle de 2015, elle sait que la jeune Jennifer est quelque part dans la maison, vu qu'elle a vécu cette scène 30 ans plus tôt. Ou alors je me trompe, c'est pas le même passé, mais le problème c'est que vous pourrez me dire que c'est une timeline alternative, mais ça n'aurait aucun sens, parce que Retour vers le futur ne fonctionne que sur une seule timeline dynamique, d'accord? Donc forcément, Jennifer devrait s'y attendre. Et pourtant, elle hurle de stupeur comme si elle venait de se voir dans un miroir démoniaque, alors que pourtant elle avait 3 décennies à se dire qu'elle allait se rencontrer elle-même. Mais non, ça peut pas arriver, j'ai rêvé, hein, j'étais bourré au Pepsi Max. Et le plus drôle, c'est que Marty lui aussi aurait dû s'en douter, parce que par définition, le Marty de 2015 a déjà vécu cette scène quand il était jeune, donc il devrait se dire, alors oui, c'est le moment où Jennifer se croise elle-même et s'évanouit, normal. Mais non, personne ne semble se souvenir de quoi que ce soit, parce que vous allez me dire, non mais oui, mais Jennifer en fait, elle pense que tout ce qu'elle a vécu dans le futur c'est un rêve. Non mais d'accord, mais ok, mais Marty, lui, il sait que c'est pas un rêve, le Marty du futur. Et franchement, c'est fascinant, dans une trilogie basée sur la mémoire du futur et les effets du passé, bah, personne se souvient jamais de rien. Donc pas Jennifer, pas Marty, pas même Doc, le mec censé être l'incarnation de la logique. Et tout le monde agit comme si chaque boucle temporelle était un reboot de leur cerveau. C'est un peu con. Bon, la suite, et là on va rentrer dans la zone rouge du paradoxe, celle où même Einstein, hein, le chien, pas le physicien, aurait levé les pattes, voilà, et nous aurait dit que c'était trop pour lui. Parce que oui, dans le deuxième film, lorsque Marty et Doc reviennent dans le 85 alternatif créé par Biff et son almanach, eh bien on apprend que Doc Brown a été interné depuis 1983. Et là, si tu réfléchis 2 secondes, bah y a tout qui s'écroule. Le Doc interné, ça veut dire que le gars n'a jamais pu inventer la machine à voyager dans le temps. Pas de garage, pas de plutonium, pas de chien cobaye, et pas de 1,21 gigawatts. Voilà. Donc logiquement, la DeLorean n'existe pas. Et s'il n'y a pas de DeLorean, il n'y a pas de voyage dans le temps. Et s'il n'y a pas de voyage dans le temps, Biff ne peut pas aller en 55 pour donner l'almanach à son double. Et s'il ne peut pas le donner, bah il n'y a pas d'univers alternatif, et autrement dit, le film entier s'annule lui-même. C'est la boucle infinie de « si j'existe, je m'efface ». Un peu comme un épisode de Black Mirror, mais avec un peu plus de brushing. Alors bien sûr, les scénaristes ont bricolé une excuse à base de « non mais le temps met un peu de temps à se réécrire ». D'ailleurs, c'est ce qu'on me dira, je pense, vis-à-vis de pas mal des incohérences dans ma vidéo, notamment celle dont je viens de parler avec Jennifer. Mais moi, je vous le dis, ça n'a pas de sens. Et le problème, c'est que c'est même pas une vraie règle, parce que je veux dire, le continuum espace-temps, c'est quoi? C'est la Wi-Fi. Faut attendre que ça se synchronise. Ça veut dire que t'as littéralement des minutes de latence avant que l'univers fasse la mise à jour. Ça veut rien dire, et de toutes les manières, ça reste absurde. Si le Doc n'a jamais construit la machine, alors comment la machine peut-elle exister au moment où Biff la vole en 2015? C'est comme si ta voiture disparaissait du garage parce que ton grand-père a raté son permis. Je veux dire, tout le monde continue comme si de rien n'était. Et même Doc, censé être interné depuis 30 ans, se balade dans un ciel orageux avec Marty sans que la réalité ne s'effondre. La logique a littéralement déposé sa démission. Et justement, parlons un peu de cet almanach. Parce que là, clairement, je vous le dis, et on va être honnête 2 secondes, Doc et Marty ont la machine à remonter dans le temps, bah oui, la plus puissante de l'histoire de la fiction. Et qu'est-ce qu'ils en font? Ils s'imposent des délais ultra serrés comme s'ils bossaient chez Amazon. Je veux dire, on parle d'une voiture capable de voyager à n'importe quel moment de l'histoire. Hein. Et pourtant, au lieu d'aller piquer l'almanach tranquille, un jour où Biff roupit dans son canapé, parce que il est dit que Biff mettra des années avant d'utiliser l'almanach, il l'utilisera pas le jour même en 55, juste après que le vieux Biff se soit barré pour faire des paris sportifs. Non, non, il attendra quelques années. Bah justement, ce qui aurait été intéressant, c'est d'attendre peut-être 1 an ou 2, le temps que Biff se détende pour aller lui piquer rapidement et en tsum tsum son almanach. Mais non, Doc et Marty
effectivement préfère choisir le moment exact où le vieux Biff le donne au jeune Biff, en pleine lumière, en plein chaos, au milieu de la version la plus risquée du Hill Valley de 55, c'est-à-dire avec les 3 autres DeLorean en même temps, quoi. Et là, tu sens que la logique du Doc a pris un congé sabbatique et qu'elle reviendra pas de sitôt, parce qu'en réalité, Biff ne se mettra à parier qu'à partir de 1958. Donc là, ils ont 3 ans de marge. Ils auraient pu venir en 56, hein, quand le gars est encore au lycée, ou même en 57, lorsqu'il bosse au garage, et lui piquer l'almanach tranquille pendant qu'il fait la vidange d'une Ford. Mais non, Doc préfère se la jouer Solid Snake et préfère la méthode infiltration ninja pendant un événement déjà saturé de paradoxes. Et bien sûr, il a une excuse. C'est le seul moment où on sait exactement où se trouve le livre. Non mais oui, sympathique la rationalisation. Oui Doc, on sait où il est, mais on sait aussi que ce moment précis contient déjà 2 Marty, 2 Doc, un Biff et une foudre qui va frapper l'horloge. C'est littéralement le jour le plus dangereux de toute la saga. Et c'est durant ce moment-là qu'il décide d'y retourner. C'est stupide quoi. Et bien sûr, on va me dire non, mais en fait, il a fait ça parce que Biff pourrait mettre le livre dans un coffre-fort, donc autant lui retirer immédiatement avant qu'il n'ait le temps de le cacher. Alors ok, admettons, mais on parle quand même d'un mec qui a réussi à détourner du plutonium, évidemment le Doc, hein. Construire un réacteur temporel et maîtriser les équations de flux dimensionnel avec sa main gauche. Vous croyez vraiment qu'un coffre-fort va réussir à arrêter le Doc? On parle d'un type qui a ouvert des portails dimensionnels dans son garage. Il peut quand même gérer une serrure à code. Et de toutes les manières, ces 3 films ne peuvent fonctionner que parce que Doc et Marty ont le syndrome du timing dramatique. Ils savent pas attendre, ils auraient pu résoudre le problème calmement et méthodiquement, mais ça aurait été trop logique, trop simple et trop efficace, et sans doute trop court pour tenir 2 heures. Donc résultat, ils provoquent un chaos monumental, ils créent encore plus de double temporel et manquent de foutre le feu à l'univers juste pour un bouquin de paris sportif. Et après, bon, il y a les toutes petites incohérences qui sont sympathiques, qui peuvent faire rire les tout petits. Par exemple, le gigawatt. Évidemment, ça n'existe pas. Voilà. On dit gigawatt. En fait, le truc, c'est que Christopher Lloyd, en version originale, en bon improvisateur qu'il est, a sorti ça dans le feu de l'action. Et c'est resté. Et donc, voilà, depuis les années 80, le gamin du monde entier ont cru que gigawatt, c'était un vrai mot. Sauf que, non. Et le truc, c'est que la VF, embrayée bien évidemment par le légendaire, très regretté Piratet, ont gardé le gigawatt pour rester fidèle, mais bon, ça reste stupide. Ensuite, Marty est quand même un sacré radin, parce que le mec ne paie jamais rien. Bon, on va revenir encore à mon film préféré, c'est-à-dire Retour vers le futur 3, parce que, encore une fois, voilà, ça ne s'arrête pas. Donc, quel est le problème, maintenant? De quoi je vais vous parler? En fait, je vais vous parler des 3 timelines distincts qui tournent autour de Clara Clayton, hein. D'ailleurs, ces timelines qui se superposent comme des lasagnes spatio-temporelles. Donc alors, première timeline, et là vous allez comprendre en fait le souci assez rapidement. Donc, la timeline originale, il n'y a pas Doc et il n'y a pas Marty en 1985. Donc ok, c'est la timeline de base. C'est la Vanilla timeline, la chronologie vanille. De base, il n'y a pas de parfum à part la vanille, d'accord? Donc Doc n'a jamais été envoyé dans le passé. Donc personne n'est là pour accueillir Clara à la gare. Elle arrive seule, elle prend une carriole, et son cheval prend peur à cause d'un serpent. Et donc forcément, il cavale et elle tombe dans le ravin et elle crève. Et donc le ravin est rebaptisé Ravin Clayton, en hommage à la pauvre institutrice. Donc ça, c'est cette version du passé que Marty connaît en 1885. Et donc pour lui, le Ravin Clayton, c'est l'accident tragique. D'ailleurs, le M dira au Doc que voilà, il aurait aimé que sa propre institutrice tombe dans un ravin. On ne peut que le comprendre. Donc ça, c'était la première timeline. Deuxième timeline, celle avec Doc, mais sans Marty. Donc là, Doc a été projeté en 1885 à cause de la foudre de la fin du second film, ok? Le maire lui demande d'aller chercher l'institutrice Clara Clayton à la gare. Doc y va, puisque Marty n'est pas là pour le distraire avec son plan de train ou de je sais pas quoi. Il la rencontre, il tombe amoureux, mais plus tard, Buford Tannen le tue d'une balle dans le dos de Deringer pour une tête de $80. Clara est dévastée, mais elle est vivante. Et elle lui érige une tombe où figure la fameuse inscription, voilà, C.J. Emmett Brown, regretté par sa bien-aimée Clara, d'accord? Et donc c'est cette pierre que Marty découvrira en 1955 et dont il prendra la photo. C'est donc la timeline où Doc et Clara se sont aimés, mais trop brièvement, d'accord? Ensuite vient encore la troisième timeline, celle du film, hein, que l'on a vu de Retour vers le futur 3, avec Doc et Marty en 1885. Donc Marty arrive pour sauver Doc, et là tout dévie. Doc, occupé à planifier le vol de la locomotive avec Marty, oublie d'aller chercher Clara à la gare, comme le lui avait demandé le maire, d'accord? On la voit d'ailleurs dans le film, attendre seule son escorte en soupirant. Elle finit par prendre un chariot, serpent, panique, cheval qui devient fou, chute vers le ravin, sauf que cette fois, Doc est là par hasard à cause de Marty. Il la sauve, il tombe amoureux, et cette fois-ci, Doc ne meurt pas, grâce à l'intervention de Marty. Résultat, il n'y a pas de tombe, il n'y a pas de mort, et il n'y a plus de Ravin Clayton, qui deviendra en effet le Ravin Eastwood, en hommage à Clint Eastwood, alias Marty, puisque évidemment, dans le premier film, il s'appelle Calvin Klein Pierre Cardin, dans le troisième, et voilà, petite référence à Clint Eastwood, il décide de s'appeler Clint Eastwood. D'ailleurs, je trouve ça marrant qu'il s'appelait Clint Eastwood, parce que, en vrai de vrai, le Clint Eastwood des westerns, c'est surtout des westerns spaghetti. En vrai, là, Marty a fait une référence à du cinéma italien. Et je vous dis ça parce que la trilogie du dollar de Sergio Leone n'a pas du tout été culte, en tout cas, durant les premières décennies après sa sortie, en Amérique.
D'autant que dans Le Bond, la brute et le truand, oui, il y a quand même question de guerre de sécession où l'Amérique est assez mal montrée, donc voilà, forcément, ça n'est pas très bien passé aux States. Donc le fait que Marty pense à Clint Eastwood au lieu de John Wayne, je trouve ça marrant. Bon, maintenant, vous allez me dire, ok, Yaji, merci pour la parenthèse inutile sur le western italien, mais où est le problème, où est l'incohérence? En fait, c'est très simple. Le souci est le suivant. Pourquoi, et surtout comment, Marty peut-il connaître le nom du rabbin Clayton si le doc, dans les deux dernières timelines, c'est-à-dire la timeline 2 et la timeline 3, a empêché la mort de Clara, et empêché donc que Clara tombe dans le ravin. Après, vous me direz que Doc dit que les changements dans la timeline n'affectent pas les souvenirs du voyageur, mais même là, c'est un peu complexe, parce que bon, ça n'a aucun sens, mais surtout, ça voudrait dire que Clara, dans la deuxième timeline, anéantie, finit par donc se foutre en l'air dans le ravin. Et c'est pour ça qu'à partir de là, il renomme le lieu le ravin Clayton. Non pas parce que son cheval l'a précipité là-bas, mais parce qu'en fait, elle se serait foutue en l'air par chagrin après la mort de Doc. Donc, dans la première timeline, Clara meurt, il y a personne qui intervient. Dans la deuxième timeline, le Doc meurt, mais Clara est vivante, sauf qu'après, elle se fout en l'air. La timeline 3, le Doc et Clara sont vivants, plus de tombe, ravin renommé. Donc, c'est un peu compliqué, ça veut dire que pour que ça puisse marcher, faut vraiment sortir des théories tirées par les cheveux, quoi. Vraiment compliqué. Et en fait, c'est une espèce de boucle romantique parfaite. L'amour de sa vie ne peut exister que parce qu'il devait mourir. Mais comme il survit, elle change son destin et ensemble, ils partent dans un train volant. Donc la moralité, c'est que le véritable moteur du voyage dans le temps, c'est pas le plutonium, c'est le bug amoureux. Je sais pas comment dire autrement. Revenons au premier film, d'accord? Donc à la fin du premier volet, il y a le bal du lycée ou je sais pas quoi, avec la scène mythique de Marty qui fait de la musique, voilà. On voit George et Lorraine en train de danser ensemble, mais il y a une espèce de mec qu'on n'a jamais vu qui débarque, une espèce de figure en random, le mec le plus mal placé de l'histoire du cinéma, et donc il se met entre Lorraine et George, il prend Lorraine par la taille, il se met à danser avec elle. Donc résultat, George hésite, Marty commence à disparaître et l'univers se tend comme une corde de guitare, jusqu'à ce que George, gonflé de sa nouvelle assurance parce que juste avant il a mis KO bif, il repousse le type et récupère sa promise. Donc voilà, bisous, Rock et Chuck Berry et Futur Sauvé. Sauf que, dans la timeline originale, sans Marty, George n'a jamais affronté Biff, d'accord? C'est un geek timide, incapable de regarder Lorraine dans les yeux sans bafouiller. Alors comment dans cette version-là, sans que Marty ne vienne pour le rebooster, a-t-il pu repousser ce même inconnu venu s'interposer? Parce que ok, dans la nouvelle timeline, George a pris quelques levels au niveau du courage, mais dans la première version de l'histoire, il est encore en mode lapin paralysé devant les phares de Biff. Donc logiquement, s'il y avait eu ce type-là dans la timeline originale sans que Marty ne vienne, bien George n'aurait rien fait. Il aurait vu sa meuf se faire voler, le connard aurait continué de danser avec Lorraine, le bisou n'aurait jamais eu lieu et Marty n'aurait jamais existé. Et c'est là où on découvre la cascade d'effets absurdes de la présence de Marty. C'est lui qui fout le boxon parce qu'en voulant réparer la première rencontre, il provoque toute une série de micro-décalages temporels. George et Lorraine arrivent plus tard au bal, donc ils n'étaient pas censés venir séparément à la base. Le groupe de musique démarre en retard parce que Marty était coincé dans leur camion. Le guitariste blesse à la main, ce qui retarde encore plus la chanson. Et donc c'est littéralement le chaos papillon, voilà quoi. Il y a 8 minutes de retard, un inconnu s'invite, le futur entier de la famille McFly s'effondre. C'est un peu compliqué à comprendre et même à saisir. Bon, incohérence suivante, et ça j'en ai déjà un peu parlé lors de ma toute première incohérence, mais j'aimerais tout de même effectivement le souligner. Comment Marty et Jennifer peuvent-ils être présents en 2015, donc lors de Retour vers le futur 2, si techniquement ils ont sauté 30 ans de vie? Parce qu'on va être clair, Doc débarque juste à la fin, habillé comme un mec du futur, d'ailleurs justement c'est un mec du futur, et il dit à Marty qu'il faut faire quelque chose pour ses enfants, à lui et à Jennifer. Tout le monde grimpe dans la DeLorean, direction le futur. Sauf que, s'ils quittent 1985 pour aller directement en 2015, ils n'ont techniquement jamais pu vivre ces 30 années entre les deux. Donc logiquement, leur version future ne devrait même pas exister. S'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de futur. Et pourtant, quand ils arrivent en 2015, bah bim, il y a un futur Marty, une future Jennifer, deux mômes et une baraque moche avec la vie médiocre saupoudrée au-dessus. Alors, justement, comment ça marche ? Bon allez, on va revenir encore une fois à Retour vers le futur 3, et là on va toucher au bout du continuum, Mais bon, il reste encore quelques détails à aborder. Donc, parlons de la Rolls-Royce de la loose, parce que comme vous le savez, dans le 2 on apprend que Marty McFly a ruiné sa vie à cause d'un accident débile. Il a relevé le défi de Needles, il a fait la course avec lui, et il s'est planté dans une Rolls-Royce blanche, d'accord? Résultat, il s'est broyé la main, donc carrière musicale finie, et futur pourri, d'accord? Mais à la fin du troisième, notre héros a appris à contrôler son ego, après effectivement son arc au Far West. Donc quand Needles le provoque, il reste calme, il refuse la course, et là, la Rolls-Royce passe devant lui. Et là, on comprend qu'il vient d'éviter son futur tragique. Sauf que, il y a un petit hic temporel, dans la timeline d'origine, celle où il s'est écrasé, Jennifer n'était pas censée être là, parce que dans le 3, il la récupère au même endroit où il l'avait laissée sur le Porsche dans le 2. Mais dans la première version de la timeline, celle avant tout ce bazar temporel, il ne l'avait pas laissée là. Donc logiquement, pas de Jennifer à récupérer,
pas de Needles croisés sur la route, et donc pas d'accident de Rolls-Royce du tout. Et donc la boucle s'effondre avant même de tourner une roue. Alors comment la saga peut justifier ce micmac? Bien sûr, on pourrait me dire non, mais Marty et Jennifer devaient partir camper le week-end, et donc l'accident de la Rolls arrive le dimanche, donc après le retour du lac. Ok, d'accord, si tu veux, mais c'est complètement ridicule. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il retrouve Needles, d'accord? Que Needles lui propose une course, et qu'en plus, voilà, il faut qu'il y ait une Rolls qui roule juste à côté. Enfin, c'est quand même un peu compliqué. Mais c'est quoi ce délire? On n'est plus dans Retour vers le futur, on est dans Terminator, c'est-à-dire que voilà, le futur ne peut pas être esquivé, c'est ridicule. Alors voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu, elle est très longue et elle est très complexe. Je sais qu'on va beaucoup me reprendre vis-à-vis des souvenirs que les personnages peuvent avoir ou ne peuvent pas avoir dans le passé, parce que tout est justifiable vis-à-vis de ce que le doc dit. Quand il dit que oui, lorsqu'on modifie le passé, il y a un laps de temps avant que le futur ne soit mis en place. Avec ça, on peut tout faire et on peut tout dire, quoi. C'est quoi un laps de temps? D'ailleurs, même, comment on peut parler de laps de temps quand on passe d'une époque à l'autre? Laps de temps vis-à-vis de quoi? Si tu fais des sauts de 100 ans en 100 ans, c'est quoi un laps de temps? C'est ça ce que je suis en train de dire. Entre ça et le fait que les voyages temporels ne peuvent pas voir leurs souvenirs modifiés, mais oui d'accord, ils peuvent pas voir leurs souvenirs modifiés, mais quand ils passent de timeline en timeline, il y a bien un moment où leur souvenir va être modifié, sinon ça n'a plus aucun sens. Bref, écoutez, ça va être marrant en tout cas pour moi de voir les commentaires, je pense qu'il y aura pas mal de débats, je suis très sympathique et j'ai hâte de voir tout ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'évidemment que j'aime beaucoup cette trilogie Retour vers le futur, parce que au-delà des incohérences, bon déjà elle est super bien écrite, il y a énormément de fusées de Chekhov et de foreshadowing, surtout du 2 au 3, hein, vis-à-vis de Retour vers le futur 3, je veux dire, on voit Buffer Tannen dans le 2 alors qu'on n'est même pas encore au Far West. Enfin, je veux dire, le film est vraiment très bien écrit. Marty a un super arc qui, bizarrement, n'est pas vraiment présent dans le 1, c'est-à-dire le fait qu'il n'aime pas qu'on dise que c'est une poule mouillée. Bon, c'est un truc qui a été rajouté dans le 2, mais c'est très bien qu'ils aient fait ça. Le fait que finalement, ils apprennent que voilà, faut pas se laisser provoquer, qu'il faut laisser parler les gens. Je trouve ça très très intéressant. Et surtout, ce qui est vraiment bien avec Retour vers le futur, c'est que malgré tous ces délires de ligne temporelle et je sais pas quoi, ce sont des films qui s'intéressent vraiment beaucoup aux personnages. C'est-à-dire que même si on parle de continuum espace-temps et d'univers et de trucs cosmiques ou je sais pas quoi, finalement, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que Marty va pouvoir passer à autre chose vis-à-vis de sa surcompensation par rapport au fait évidemment qu'il vient d'une famille de lâches. Est-ce que le doc va pouvoir se prouver à lui-même que c'est pas juste un fou mais un mec vraiment génial? Je veux dire, c'est ça qui est aussi intéressant avec Retour vers le futur, au-delà des délires temporels ou je sais pas quoi, c'est que les personnages sont super intéressants, ils évoluent, ils sont sympathiques. Même Biff Tannen, qui pourtant est en principe et sur le papier un personnage manichéen puisque c'est un bully complètement stupide, même lui est sympa parce qu'il est marrant quoi. En même temps, il est marrant, on se moque de lui, mais c'est aussi une vraie menace. Enfin, je veux dire, écoutez, ces films sont vraiment super et si on en parle jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, au-delà des incohérences, voilà. Et encore, je me suis arrêté, il y avait encore d'autres incohérences, hein, j'aurais pu continuer. Mais c'est vraiment des films géniaux parce que ce sont des films qui sont bien écrits, avec des personnages intéressants. Et puis même au-delà de ça, Michael J. Fox et Christopher Lloyd ont vraiment une alchimie, mais extraordinaire. Ces deux acteurs sont incroyables. Les deux en même temps, je sais pas ce qui s'est passé, mais ils font de la magie, ces deux acteurs-là. Ils font de la magie ensemble. Pour moi, c'est un peu la même alchimie que Ethan Hawke et Denzel Washington dans Training Day. Ces deux acteurs, tu les mets juste tous les deux dans une voiture, tu les laisses parler, tu laisses la caméra tourner et c'est de la magie, quoi. Donc voilà, écoutez, j'ai beau critiquer voilà la trilogie depuis une heure, évidemment que je suis fan comme vous, là-dessus y a pas de souci, même s'il y a des gigawatts, même s'il y a des doubles Marty qui s'empilent comme des poupées russes sous acide, on s'en fout, parce que quand la DeLorean décolle, quand il y a la musique d'Alan Silvestri qui démarre, quand le doc hurle à 88 miles à l'heure Marty, évidemment que t'as plus envie de calculer, évidemment que t'as juste envie d'y croire, et ça paradoxalement, c'est la seule chose vraiment logique dans tout Retour vers le futur, voilà. Je vous attends dans les commentaires, abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous, et à la prochaine.